Ravi de vous retrouver sur ce plateau d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de ce journal. Cérémonie officielle de remise des dons de médicaments du Syndicat national des pharmacies du Mali, SINAPHARM, au ministère de la Santé et du Développement social. C'était ce vendredi 17 octobre 2025 sous la houlette de Madame la ministre. Le compte-rendu est signé Korotoumou Diabaté Seydounyari. Cette donation d'un important lot de médicaments du Syndicat national des pharmacies du Mali, SINAPHARM, d'une valeur de plus de 18 millions de francs CFA au ministère de la Santé et du Développement social, entre dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, couplé à la journée de consultation gratuite. Le SINAPHARM regroupe la Confédération nationale des pharmaciens du privé et la Confédération nationale des pharmaciens salariés. Donc aujourd'hui on est là pour faire une donation d'une grande valeur au ministère de la Santé dans le cadre de la 30e célébration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le médicament est diversifié, il y a beaucoup de traitements de palu, de l'hypertension artérielle, du diabète, ainsi de suite. Toutes les maladies qui existent au Mali peuvent avoir une réponse dans ça. Et puis les médicaments d'urgence aussi. Donc on respecte aussi les structures qui ont bien voulu nous soutenir, les grossistes, et puis certains individus, certains pharmaciens, et en même temps certaines pharmacies aussi, qui ont cotisé. L'objectif visé, c'est vraiment de donner, de pouvoir apporter le soin aux populations démunies, aux populations vulnérables, voilà, qui n'ont pas très souvent certains médicaments à leur disposition et qui n'ont pas souvent l'accès aussi à la consultation. Donc consultez gratuitement, vous vous consultez. Maintenant, ceux qui peuvent être traités directement vont avoir ce qu'il faut sur place. Donc c'est ça l'objectif visé, même du mois de solidarité. Et le syndicat même de naissance, tout syndicat doit avoir un volet social important. À son tour, le ministre de la Santé et du Développement social salue ces gestes de solidarité du Syndicat national des pharmacies du Mali, SINAPHARM, avant de les rassurer d'une utilisation efficiente de ces médicaments au profit des personnes cibles. Bon, je pense que SINAPHARM est à féliciter. Nous sommes dans le cadre du mois de la solidarité. C'est le syndicat des pharmaciens. Donc les pharmaciens de tous bords, c'est-à-dire qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Et ce geste est vraiment un geste de solidarité. Parce que, comme on l'a dit, le mois de la solidarité, c'est pour que chacun puisse faire un peu, que chacun puisse aider un peu. Comme ils ont vu que nous avons dans les programmes des jours de consultation gratuite, donc ils nous ont amené un lot de médicaments, des médicaments de dernière génération, des médicaments qui ne sont pas périmés et des médicaments qui sont loin d'être périmés. Ça veut dire ils ont cotisé, ils ont acheté, ils ont amené. Et ça nous va droit au cœur et les rassurer que ces médicaments seront bien utilisés pendant ce mois de la solidarité pour le bonheur des populations maliennes. Parce qu'on sait que les plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la transition régionale Assimi Goïta a donné le ton et le Premier ministre a donné le ton. On a vu que les chefs des institutions ont donné le ton. Donc que chaque Malien s'investisse un peu parce qu'on peut toujours faire quelque chose pour quelqu'un de proche. La remise symbolique des médicaments à Madame le ministre de la Santé et du Développement social, accompagnée de t-shirts pour un marathon du SINAPHARM, devant se tenir ce 18 octobre, a sanctionné la rencontre. Dans le même cadre, l'association Ankabé Mayala a organisé une opération de don de kits scolaires au profit des orphelins de guerre. C'était ce jeudi 16 octobre 2025 au service social du groupement mobile Sécurité GMS. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la commémoration du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, mois dédié à la promotion de la solidarité et à l'entraide entre les membres de la communauté. Le reportage est signé Khadija Traoré, Draman Mali. Cette action de solidarité de l'association Ankabé Mayala dédiée à la promotion 2007 vise à apporter un soutien matériel et moral aux personnes vulnérables de la communauté, notamment les orphelins de guerre. Pour les responsables du service social, ce geste est salutaire. Vraiment, nous sommes très contents de voir une organisation venir en aide des orphelins et des veuves. Surtout à ce moment très critique
et aussi avec la reprise des cours dans les écoles. Et vraiment, ça va droit au cœur. Et nous ne faisons que remercier l'association Angabé Mayala pour l'acte solidaire qu'ils ont entrepris. Donc nous demandons à tout et chacun de s'investir, de ne jamais minimiser les dons. Ce que vous faites, minime soit-il, est très important et ça vient en aide aux familles endeuillées. On est émus. On a à saluer l'association Angabé Mayala. Vraiment, l'acte nous a pris vraiment. Merci beaucoup. Je demande que Dieu vous paye et vous donne une longue vie. Quant aux récipiendaires très émus, ils ont affiché leurs émotions face à ce acte à leur égard. C'est juste pour remercier les donateurs et ce qu'ils ont fait pour nous les vivre. On les souhaite longue vie. Surtout, je ne sais pas, les mots me manquent pour m'exprimer quand même. L'association Angabé Mayala, à travers cette initiative, réaffirme son engagement à œuvrer pour le bien-être des populations vulnérables et à promouvoir la solidarité et l'entraide entre les membres de la communauté. Nous sommes au mois de la solidarité, le mois d'octobre, et mois de la lutte contre l'exclusion. Donc nous avons décidé aujourd'hui de penser également aux veuves des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Et ces militaires-là, ils sont tombés pour la patrie. Mais derrière eux, il y a leurs veuves ici. Derrière eux, il y a également leurs enfants qui sont également nos enfants. Ces enfants-là sont l'avenir du pays. Ces enfants-là peuvent être demain des militaires également. Ils seront prêts également à défendre la patrie. Il est important de souligner que les kits scolaires, composés de fournitures scolaires et de matériel de première nécessité, ont été remis aux enfants des soldats tombés sur le champ d'honneur en présence du bureau national de la dite association ainsi que d'autres invités. L'actualité hors de nos frontières. Le Sénégal rouvre le dossier du massacre de Thiaroye près de 80 ans après les faits. Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu un livre blanc de 101 pages rédigé par un comité d'historiens sénégalais. Ce travail scientifique vise à permettre au pays d'écrire enfin sa propre histoire face aux zones d'ombre de la mémoire coloniale. Le commentaire est signé Abdul Karim Sako. Plus de 80 ans après le massacre de Thiaroye, le Sénégal franchit une étape décisive dans la quête de vérité. Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu un livre blanc de 301 pages consacré à cet épisode tragique de l'histoire coloniale où des tirailleurs africains furent abattus par l'armée française en décembre 1944 pour avoir réclamé leurs soldes de démobilisation. Remis par l'historien Mamadou Diouf, ce document est le fruit d'un travail scientifique d'1 an et demi mené par un comité sénégalais de chercheurs. Le massacre de Thiaroye, survenu le 1er décembre 1944, demeure l'un des épisodes les plus sombres de la mémoire coloniale. Ces jours-là, au camp militaire de Thiaroye, près de Dakar, des troupes et gendarmes français ont ouvert le feu sur des tirailleurs africains revenus des combats d'Europe. Alors que Paris reconnaît officiellement 35 morts, plusieurs chercheurs évoquent jusqu'à 400 victimes. Le livre blanc parle d'une tuerie préméditée où des hommes venus du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire ou encore de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, ont payé de leur vie leurs légitimes revendications. Aujourd'hui encore, ni les lieux exacts des sépultures, ni le nombre précis des victimes ne sont établis. Les fouilles archéologiques entamées en mai 2025 au cimetière de Thiaroye n'ont pas encore livré leurs conclusions. Lors de la remise du livre blanc, le président Diomaye Faye a salué un acte de vérité et un tournant dans la réhabilitation de la mémoire nationale. Le chef de l'État a annoncé la poursuite des fouilles archéologiques sur tous les sites susceptibles d'abriter des fosses communes. Au-delà du symbole, le livre blanc représente bien plus qu'un simple rapport. Il incarne une reprise de souveraineté mémorielle, la volonté du Sénégal de raconter sa propre histoire sans médiation. Ce document est un récit par nous et pour nous-mêmes, a insisté le président Faye, soulignant qu'il s'agit d'un devoir de mémoire partagé avec les autres nations africaines dont les fils ont péri à Thiaroye. Les auteurs du livre blanc recommandent d'ailleurs que les futures commémorations soient organisées conjointement avec ces pays frères afin de rendre justice collectivement à ces soldats oubliés de la libération. En recevant ce livre blanc, le Sénégal ne se contente pas de revisiter une page douloureuse de son passé. Il engage une démarche panafricaine et citoyenne fondée sur la vérité, la mémoire et la dignité.
car au-delà du camp de Tchoraï, ce sont des décennies de silence colonial qui sont aujourd'hui questionnées. Pierre après pierre, le Sénégal entend reconstruire la vérité historique, non pour raviver les blessures, mais pour honorer ceux qui ont versé leur sang pour la liberté, la leur et celle des autres. Condamné à mort par contumace, Joseph Kabila refait surface à Nairobi où il a réuni plusieurs figures de l'opposition congolaise. Ce conclave dénoncé par Kinshasa comme une provocation ravive les tensions politiques en RDC. L'ancien président semble vouloir redevenir un acteur clé dans un pays toujours en quête de stabilité. Le commentaire est signé Amadou Kamara. L'ancien président congolais Joseph Kabila, condamné à mort par contumace fin septembre pour trahison et crime de guerre, est réapparu publiquement à Nairobi où il a présidé un conclave d'opposants. Cette initiative, perçue par Kinshasa comme une provocation, rebat les cartes d'un échiquier politique déjà sous tension en RDC. Joseph Kabila, qui avait dirigé la RDC de 2001 à 2019, n'avait plus fait d'apparition publique depuis sa condamnation par la justice militaire congolaise. À Nairobi, il a rassemblé autour de lui plusieurs figures de l'opposition, dont l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo et le militant Bienvenu Matumo, ex-leader du mouvement Lucha. Ce conclave, tenu les 14 et 15 octobre, s'est soldé par la création des mouvements front politiques baptisés Mouvement Sauvons la RDC. Les participants ont dénoncé la dictature du président Félix Tshisekedi et la dégradation sécuritaire du pays, tout en appelant les Congolais à résister et à refuser les jugements uniques. Contre les opposants, Kinshasa n'a pas tardé à réagir. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a qualifié la réunion de mascarade politique, accusant Nairobi de se transformer en capitale du complot contre la RDC. Selon lui, cette rencontre serait avant tout l'expression d'une nostalgie des privilèges perdus de la part d'anciens dignitaires désormais condamnés ou marginalisés. L'ancien président Kabila, âgé de 54 ans, est accusé d'avoir collaboré avec le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, qui contrôle plusieurs zones de l'est du pays. Sa condamnation, intervenue après plusieurs revers militaires de l'armée congolaise, est perçue par certains analystes comme une tentative du pouvoir de l'empêcher de redevenir une figure centrale de l'opposition. Le conclave de Nairobi intervient dans un contexte où l'est du pays reste ravagé par les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Riche en sous-sol minière, la région est depuis 3 décennies l'épicentre d'une instabilité chronique alimentée par les rivalités régionales et les failles de gouvernance à Kinshasa. Dans ce climat explosif, la résurgence politique de Joseph Kabila pourrait accentuer les divisions internes. Bien qu'en exil, l'ex-président conserve un réseau d'alliés au sein de l'armée et du monde des affaires, ce qui inquiète le pouvoir en place. L'actualité sur un tout autre plan, en bref et en images avec la voix de Moussa Fomba. L'annonce par le président américain Donald Trump de son entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, au cours duquel ils ont convenu de se rencontrer en Hongrie, a surpris Volodymyr Zelensky, qui venait d'arriver à Washington, a écrit le portail d'information Axios. L'article indique que Zelensky, arrivé à Washington jeudi après-midi, s'est montré très optimiste ces derniers jours quant à sa rencontre prévue avec Trump et à la volonté du président de fournir des missiles Tomahawk à longue portée. Mais peu de temps après son atterrissage à la base aérienne d'Andrews, le président ukrainien et son équipe ont été surpris de voir Trump annoncer qu'il avait parlé à Vladimir Poutine et accepté de le rencontrer en Hongrie, le pays le moins favorable à l'Ukraine dans l'Union européenne, indique le rapport. Ce vendredi, Trump prévoit de recevoir Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Le dirigeant américain avait auparavant déclaré que Zelensky lui demanderait d'autoriser la livraison de Tomahawk à son pays.
Volodymyr Zelensky devra accepter le refus du président américain Donald Trump de fournir des missiles de croisière Tomahawk de fabrication américaine à l'Ukraine, a déclaré l'ancien analyste de la CIA, Ray McGovern, lors d'un entretien avec un correspondant de l'agence d'information russe TASS. Il y a fort à parier que les deux dirigeants ont également discuté aujourd'hui de la question des missiles Tomahawk pour l'Ukraine, bien que cela n'ait été mentionné dans aucun des deux communiqués. Le président Trump a indiqué que lui et Volodymyr Zelensky en discuteraient ce vendredi à la Maison-Blanche, a-t-il indiqué. Je suis prêt à faire une supposition éclairée avant la rencontre Trump-Zelensky, que Zelensky se verra dire non en ce qui concerne les Tomahawk. Selon l'expert, la récente conversation entre Poutine et Trump a récemment démontré l'importance durable de leur rencontre en Alaska. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, a salué Budapest, la capitale de son pays, comme un lieu prévisible pour la prochaine série de négociations entre les présidents russes Vladimir Poutine et américain Donald Trump. Le chef du gouvernement hongrois, qui a discuté jeudi par téléphone avec Trump des modalités du prochain sommet, a annoncé son intention de s'entretenir par téléphone avec Poutine plus tard vendredi. Le président Trump n'est pas la personne qui justifie sa décision, a déclaré Orban. Aucun autre endroit, cependant, en Europe ne pourrait accueillir ce sommet. Budapest est le seul endroit approprié en Europe et la Hongrie est le seul pays européen à soutenir la paix, a expliqué Orban, décrivant le Vatican comme un autre État européen épris de paix. Le conseiller du Kremlin, Yuri Ushakov, a déclaré que Moscou et Washington se prépareraient à un autre tête-à-tête entre les deux dirigeants qui pourrait être organisé sans délai dans la capitale hongroise. New Delhi suit de près la situation à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, où des affrontements avaient eu lieu, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d'un point de presse. L'Inde reste pleinement attachée à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance de l'Afghanistan, a-t-il souligné. Trois choses sont claires. Premièrement, le Pakistan abrite des organisations terroristes et finance des activités terroristes. Deuxièmement, c'est une vieille pratique du Pakistan de blâmer ses voisins pour ses propres échecs internes. Et troisièmement, le Pakistan est furieux que l'Afghanistan exerce sa souveraineté sur ses propres territoires, a ajouté le ministre. Des fusillades ont eu lieu dans la province afghane du Helmand le 11 octobre. Plus tard, l'armée de l'air afghane a mené des frappes sur la ville pakistanaise de Lahore. Les responsables talibans n'ont fourni aucun détail sur l'opération. La chaîne de télévision afghane Todo News a affirmé que les affrontements avaient tué au moins 58 militaires pakistanais. Islamabad, pour sa part, a déclaré qu'au moins 200 militants avaient été éliminés, 19 installations terroristes détruites en Afghanistan, d'où des bombardements avaient été menés. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Chérifla TV.